vSAN est capable de fournir des VM performantes et hautement disponibles à travers l'utilisation du RAID distribué, ou autrement dit le RAID à travers le réseau. De point de vue disponibilité, le RAID distribué signifie simplement que l'environnement vSAN est capable de supporter la défaillance d'un ou plusieurs OTESX ou un de ses composants tels qu'un disque ou une carte réseau, et continue à fournir une fonctionnalité complète des VM. Pour cela, le RAID distribué de vSAN offre la possibilité de diviser les composants des VM à travers plusieurs hôtes et disques. Nous allons prendre un exemple très simple, par laquelle nous allons déployer une VM dont le nombre du FTT est égal à 1. On souhaite utiliser le RAID 1. Le minimum qu'on souhaite utiliser, c'est 3 hôtes. Et pour une question de performance, donc le RAID 1 sera assigné à la VM. Dans ce cas, 2 réplicas de la VM doivent être créés. Par contre, avec 2 réplicas, il n'y a aucune façon de différencier entre la panne de l'hôte ou un problème réseau, car pour vSAN, il lui faut un accès à une quantité de données supérieure à 50%, et c'est là où intervient le witness. Le witness ne contient que des métadatas et sa taille de 16 mégas. C'est un composant lié à la VM qui permet à vSAN de déterminer qui devrait en devenir la propriétaire en cas de défaillance. Pour qu'un objet vSAN soit disponible, il faudrait répondre aux conditions suivantes. Pour un RAID 1, qui est notre cas, au moins une copie de la réplica doit être intacte et entièrement disponible. Erasure coding. Donc cette nomination est utilisée pour le RAID 5 et le RAID 6. Pour le RAID 5, le minimum requis est de 4 hôtes. 3 des 4 composants doivent être intacts et il faudrait considérer une capacité de 1,33 pour le RAID 5 avec un FTT 1. Pour l'Erasure coding FTT 2, le RAID 6, avec un minimum requis de 6 hôtes, 4 des composants sur 6 doivent être intacts et il faudrait considérer une capacité de 1,5. Le Stretch Cluster, donc c'est une configuration, une protection des VM plus étendue à travers les sites. Et il faudrait prendre en considération deux nouvelles caractéristiques qui sont le PFTT et le SFTT. Le PFTT, c'est le FTT primaire, le nombre de sites en panne que l'objet de la VM peut tolérer. Pour le Stretch Cluster, il peut être fixé à 1 ou à 0. Donc 1 pour dire qu'il sera protégé sur notre site, 0 pour qu'elle ne le soit pas. SFTT, c'est le FTT secondaire qui définit le nombre de défaillances d'hôtes supplémentaires que l'objet peut tolérer une fois que le nombre de défaillances du site défini par FTT est atteint. Ce qui veut dire on passe au SFTT que lorsque le PFTT n'a pas pu protéger encore plus la VM. Donc à ce moment-là, chaque site est muni d'une protection SFTT. Elle peut être fixée à 1 ou à 2. À 1 pour un RAID 1 et à 2 pour un RAID 5, RAID 6. Donc tout dépend de notre protection, le niveau de protection que l'on souhaite assigner à la VM. Donc pour chaque site, il y aura, pour le cas d'un RAID 1 par exemple, 2 réplicas sur le site 1 et 2 réplicas sur le site 2. Et avec cela, il y aura la protection intra-site, ce qui veut dire une protection sur le site 1 et une protection sur le site 2. Ce qui veut dire, même si notre site 1 est tombé en panne, j'aurai toujours le site 2 qui me donnera l'accès à la VM et avec une deuxième protection au cas où une défaillance sera munie sur un des hôtes. Pour le Stretch Cluster, il faudrait savoir que un minimum requis doit être pris en considération, tel que la bande passante entre les sites qui doit être de 10 Go avec un RTT de 5 millisecondes, et aussi un witness qui peut être basé sur un troisième site ou bien sur un cloud public qui relie les deux sites avec un minimum de 100 mégas de bande passante et un RTT de 200 millisecondes.